c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Nous tenons donc pour nécessaire que les échanges internationaux s'établissent, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Charles de Gaulle, 1965. Dans 50 ans, cette base monétaire sera le Bitcoin. Vijay Boyapati, un scénario optimiste pour Bitcoin, décembre 2018. Donc ça, c'est les tout derniers mots qui viennent conclure en fait le magnifique essai que je m'apprête à te lire. Il s'agit d'un texte vraiment essentiel de la littérature Bitcoin, certainement un document qui mérite toute ton attention, particulièrement si tu t'apprêtes à plonger dans le Bitcoin Rabbit Hole. Donc l'essai s'intitule « Un scénario optimiste pour Bitcoin, The Bullish Case for Bitcoin ». L'auteur Vijay Boyapati a donc publié cet article en décembre 2018 et j'en fais ici la lecture d'une version française largement inspirée de la traduction réalisée par Greg Guittard, que je remercie pour son travail. Donc, l'auteur Vijay Boyapati a tout récemment mis à jour cet essai et la version remaniée, augmentée, est disponible à la vente dans des éditions reliées et brochées dans la boutique du site qui est dédiée à cet ouvrage. Je vous laisse dans le descriptif de l'épisode l'adresse URL de ce site. Quelques mots sur l'auteur. Vijay Boyapati est né en Australie, il y a grandi et puis il a déménagé aux États-Unis pour faire un doctorat en informatique. Doctorat qu'en fait il va jamais entreprendre parce qu'il va accepter à la place une offre d'emploi pour rejoindre une petite start-up dénommée Google. Donc il va quitter Google en 2007 pour se lancer dans la campagne de l'élection présidentielle de 2008 où il va aider à récolter des millions de dollars pour Ron Paul. Alors il sort de cet épisode politique quelque peu désillusionné par tout ce processus politique et il décide de poursuivre sa contribution à un changement sociétal par le biais de la technologie. En 2011, il découvre Bitcoin et il va se lancer rapidement dans l'aventure. Vijay dispose d'une formation en économie autrichienne et il va entamer une longue réflexion sur le cadre économique dans lequel inscrire la proposition de valeur de Bitcoin. Cette réflexion, il la condense dans le présent article The Bullish Case for Bitcoin, un scénario optimiste pour Bitcoin, qui est devenu l'un des articles vraiment les plus lus sur Bitcoin après le livre blanc de Satoshi Nakamoto. L'article est souvent cité comme la ressource la plus utile à donner en priorité aux nouveaux venus désireux de comprendre Bitcoin. Il a été traduit dans 20 langues différentes. Alors, il s'agit d'un article d'une 30aine de pages, donc assez long, qui est assez accessible dans sa forme, mais qui reste quand même assez touffu, assez dense dans son contenu, car il assemble un grand nombre de concepts qui seront sans doute nouveaux pour bon nombre d'entre vous. Donc, compte tenu
compte tenu de la valeur de l'information qui est partagée dans cet essai, compte tenu également de la valeur pédagogique de cet article, il m'a semblé vraiment préférable d'en découper la lecture en 4 parties, comme ça avait été fait d'ailleurs dans la traduction en français. Et donc, chaque partie fera l'objet d'un épisode de podcast. L'idée étant vraiment d'aborder ce document phare dans les meilleures conditions pour pouvoir en intégrer un maximum d'enseignements. Voilà. Avant de me lancer dans la lecture de la première partie, je tiens à partager avec vous quelques mots élogieux qui ont été écrits à propos de cet article par plusieurs personnalités assez emblématiques dans la communauté Bitcoin. Ça permet de prendre un petit peu la mesure de la portée, de l'influence de cet article. Voilà, je commence. Une introduction excellente, inspiratrice et un rappel de la valeur de Bitcoin pour le monde, le tout à travers un regard complet et historique sur la monnaie. Jack Dorsey, CEO de Square et ex-CEO de Twitter. Un scénario optimiste pour Bitcoin est une lecture instructive et captivante pour les nouveaux venus comme pour les amateurs de Bitcoin de longue date. Boyapati présente un argumentaire convaincant en faveur de Bitcoin à travers une visite éclair de l'histoire de la monnaie, des propriétés des différents types de monnaie et des raisons pour lesquelles Bitcoin est la meilleure forme de monnaie et de réserve de valeur au monde, potentiellement appelée à supplanter les autres formes. Adam Back, cypherpunk, CEO de Blockstream et inventeur de Hashcash, un programme au cœur du processus de minage de Bitcoin. The Bullish Case for Bitcoin figure toujours sur ma liste de lectures recommandées lorsque je présente le Bitcoin à des personnes. Excellent travail. Cynthia Loomis, sénatrice des États-Unis pour l'État du Wyoming. Voilà. Et pour finir, un court extrait de la préface de la toute dernière édition de cet essai par Michael Saylor, CEO de MicroStrategy. Un scénario optimiste pour Bitcoin, publié pour la première fois sous la forme d'un article long format, représente un tour de force intellectuel réalisé avec élégance et prescience par un polymath versé dans les mathématiques, l'informatique, l'économie, la philosophie, la politique et l'ingénierie. Après mars 2020, il était évident pour moi que le monde avait besoin d'une nouvelle monnaie basée sur la technologie. Cependant, en février 2018, lorsque Boyapati a publié son article pour la première fois, cette intuition nécessitait beaucoup plus de perspicacité, de courage et de conviction. De manière claire et concise, Boyapati présente la théorie de la monnaie, l'anatomie du Bitcoin, les raisons de sa supériorité par rapport aux normes or et fiat qui l'ont précédé, et la promesse qu'il offre à la civilisation humaine. Il décrit la dépendance au sentier et la trajectoire d'un actif nouvellement monétisé en des termes que le profane peut comprendre, et il aborde les préoccupations qui surgissent le plus souvent lorsque les nouveaux venus s'efforcent de comprendre l'essence et la signification de ce premier réseau monétaire numérique. J'ai été immédiatement captivé par un scénario optimiste pour Bitcoin lorsque je l'ai lu pour la première fois, et j'en ai fait une partie des lectures recommandées pour tous les dirigeants et administrateurs de mon entreprise, alors que nous nous informions sur Bitcoin et envisagions le chemin logique à suivre. Dans ce livre, Boyapati met à jour et développe de manière significative les idées présentées dans son article original. Au 3e trimestre de 2020, MicroStrategy a décidé d'adopter Bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie, devenant ainsi la première société cotée en bourse à se convertir à un standard Bitcoin, et nous avons finalement acquis des milliards de dollars de Bitcoin. Nous recommandons cet article à tous nos employés, actionnaires ou constituants qui souhaitent comprendre les prémices et les promesses de Bitcoin, à la fois comme actif de trésorerie numérique et comme premier réseau monétaire numérique au monde. J'espère que vous tirerez autant de profit de ce travail que nous en avons tiré. Michael Saylor, président et CEO de MicroStrategy, mars 2021. Donc voilà vraiment de quoi nous mettre l'eau à la bouche, j'espère, et je vous propose maintenant de commencer la lecture de la première partie de cet essai.
Un scénario optimiste pour Bitcoin. Genèse et origine de la monnaie. Avec le prix d'un Bitcoin s'envolant vers de nouveaux records en 2017, un scénario optimiste pour les investisseurs peut paraître tellement évident qu'il ne nécessite pas d'explication. Parallèlement, il peut paraître imprudent d'investir dans un cryptoactif qui n'est garanti par aucun produit ou gouvernement et dont l'envolée du prix a conduit certains observateurs à le comparer à la tulipomanie hollandaise ou la bulle Internet. Aucune hypothèse n'est vraie en soi. Le scénario optimiste pour Bitcoin est fascinant, mais loin d'être évident. Il y a des risques significatifs lorsqu'on investit dans Bitcoin, mais comme je vais le démontrer, cela n'en reste pas moins une immense opportunité. Genèse. Jamais dans l'histoire du monde il n'avait été possible de transférer de la valeur entre des personnes distantes sans devoir faire confiance à un intermédiaire comme une banque ou un gouvernement. En 2008, Satoshi Nakamoto, dont l'identité est toujours inconnue aujourd'hui, publiait une solution détaillée de 9 pages à un ancien problème de la science informatique connu sous le nom de problème des généraux byzantins. La solution de Satoshi Nakamoto et le système qu'il avait bâti pour y répondre, Bitcoin, permettait pour la toute première fois de transférer rapidement de la valeur à travers de grandes distances entre deux paires sans avoir à faire confiance à un tiers. Les ramifications de la création de Bitcoin sont si profondes, tant pour l'économie que pour la science informatique, que Nakamoto devrait probablement être la première personne à être éligible à la fois à un prix Nobel en économie et au prix Turing. Pour un investisseur, le fait marquant dû à l'invention de Bitcoin est la création d'un nouveau type de bien numérique rare, les bitcoins. Les bitcoins sont des jetons numériques transférables qui sont créés sur le réseau Bitcoin au cours d'un processus nommé minage. Le minage de Bitcoin est grossièrement analogue à l'extraction de l'or, à ceci près que leur production suit un protocole prévisible et préconçu. Par convention, seuls 21 millions de bitcoins seront jamais minés et la plupart l'ont déjà été. Approximativement 16,8 millions de bitcoins ont déjà été minés au moment de l'écriture de cet article. Tous les 4 ans, le nombre de bitcoins produits par le minage est divisé par 2 et la production de nouveaux bitcoins cessera complètement aux alentours de l'année 2140. Première insertion dans cet article, on a un graphique intitulé « Inflation de Bitcoin en fonction du temps ». Et ce graphique présente donc 2 courbes. La première, en rouge, décrit l'évolution du taux d'inflation de Bitcoin, et la seconde, en bleu, présente l'accroissement de la base monétaire, soit la quantité de Bitcoin existant. L'axe des abscisses mesure le temps, qui est exprimé à la fois en années et en milliers de blocs. Les blocs, c'est l'unité de temps du protocole Bitcoin, un bloc étant créé en moyenne toutes les 10 minutes. Alors, ce graphique nous enseigne que le taux d'inflation de Bitcoin décroît très rapidement dès sa création en 2009 et tend progressivement vers 0. Donc la courbe rouge nous montre ainsi une baisse par paliers successifs. En parallèle, la base monétaire augmente selon ce taux d'inflation décroissant, démarrant à 0 en 2009 et croissant de plus en plus lentement, tendant vers 21 millions. Les bitcoins ne sont garantis par aucun produit physique, tout comme sont garantis par aucun gouvernement ou par aucune société privée, ce qui nous amène à la question suivante. Pourquoi ont-ils ou devraient-ils avoir la moindre valeur? À la différence des titres cotés en bourse, actions comme obligations, des biens fonciers ou même d'autres marchandises essentielles comme l'huile ou le blé,
les bitcoins ne peuvent être valorisés selon les analyses des flux financiers actualisés ou selon la demande les concernant pour leur utilisation dans la production d'autres biens de consommation. Les bitcoins appartiennent à une catégorie toute différente de biens connus comme des produits financiers dont la valeur se détermine selon la théorie des jeux et du comportement économique. Dans cette configuration, chaque participant au marché valorise un bien selon comme il croit ou prévoit que les autres participants valorisent ce bien en question. Pour comprendre la théorie des jeux et du comportement économique des biens monétaires, il faut explorer plus avant les origines de la monnaie. Les origines de la monnaie. Dans les plus anciennes sociétés humaines, l'échange, et par extension le commerce, entre différents groupes de personnes prenait principalement la forme du troc. Les inefficiences incroyables inhérentes au troc limitaient drastiquement l'échelle et l'envergure de ce mode d'échange. Un désavantage majeur concernant l'échange à travers le troc est la nécessaire double coïncidence des besoins. Un producteur de pommes peut vouloir commercer avec un poissonnier, par exemple, mais si le poissonnier ne désire pas de pommes au même moment, l'échange n'aura pas lieu. Avec le temps, les humains ont évolué vers la recherche de la possession de certains objets de collection en raison de leur rareté et de leur valeur symbolique. Par exemple, à travers l'histoire, aussi bien des coquillages, des dents d'animaux ou des silex. En effet, comme Nick Szabo l'a montré dans son brillant essai sur les origines de la monnaie, le désir humain pour les collectionnables a fourni un avantage évolutif décisif pour les premiers hommes contre leurs plus proches compétiteurs biologiques, Homo neanderthalis. La fonction évolutive fondamentale et ultime des objets de collection était d'être un médium permettant de stocker et de transférer de la richesse. Les objets de collection ont servi comme une sorte de proto-monnaie, en rendant le commerce possible entre des tribus autrement antagonistes et en permettant à la richesse d'être transférée entre les générations. Le commerce et le transfert d'objets de collection étaient réellement peu fréquents dans les sociétés paléolithiques, et ces biens avaient alors plus le rôle de réserve de valeur que de moyen d'échange, rôle que nous reconnaissons aujourd'hui assez largement à la monnaie. Szabo explique. Comparativement à la monnaie moderne, la monnaie primitive avait une très faible vélocité. Elle ne pouvait être transférée que quelques fois au cours de la vie d'un individu moyen. Néanmoins, une collection durable, ce que nous appelons aujourd'hui un héritage, pouvait persister pour quelques générations et ajouter alors une valeur substantielle à chaque transfert, souvent permettant même le transfert tout court. Les premiers hommes affrontaient un important dilemme en lien avec la théorie des jeux quand ils devaient décider quels objets de collection recueillir ou créer, quels objets seraient désirés également par les autres congénères. En anticipant quels objets pourraient être demandés pour leur valeur en tant que collectionnables, un bénéfice formidable était conféré au détenteur initial alors capable de compléter des échanges avantageux et de faire fortune. On trouve ainsi l'exemple de certaines tribus d'Amérindiens, comme les Narragansett, spécialisées dans la production de collectionnables utilisables seulement comme moyen d'échange, et n'ayant sinon aucune autre utilité. Ce n'est rien de moins que les prémices de l'anticipation de la demande future pour un collectionnable donné, le plus grand avantage étant alors conféré à son propriétaire initial. Il peut alors être acheté moins cher avant qu'il soit largement demandé et sa valeur d'échange augmente à mesure que la population qui le recherche s'agrandit. Par ailleurs, acquérir un bien dans l'espoir qu'il sera demandé plus tard comme une réserve de valeur peut accélérer son adoption à cette fin précise. Cette circularité apparente est en fait une boucle de rétroaction qui amène les sociétés à rapidement converger vers une seule réserve de valeur. Dans la théorie des jeux, ce phénomène est connu comme l'équilibre de Nash.
atteindre un équilibre de Nash pour une réserve de valeur est une véritable aubaine pour n'importe quelle société, comme cela facilite grandement le commerce et la division du travail, permettant alors l'avènement de la civilisation. Pendant des millénaires, comme les sociétés humaines se développaient et les routes commerciales s'étendaient, les réserves de valeur qui avaient commencé à émerger parmi les différentes sociétés en gestation commençaient à entrer en compétition les unes avec les autres. Marchands et clients allaient se trouver face à un choix. Préserver les fruits de leur commerce, plutôt dans la réserve de valeur reconnue par leur propre société, ou bien dans la réserve de valeur reconnue par la société au sein de laquelle ils commerçaient, ou bien avec un équilibre savant entre les deux. Le fait de maintenir des économies dans une réserve de valeur étrangère était un bénéfice évident, permettant d'accroître les capacités des commerçants à échanger dans la réserve de valeur étrangère. Les marchands gardant leurs économies dans une réserve de valeur étrangère avaient également une incitation nette à encourager l'adoption de cette valeur étrangère par leur propre société, comme cela augmenterait le pouvoir d'achat justement associé à leurs économies. Les bénéfices d'une réserve de valeur importée concernaient certes d'abord les marchands commerçants à l'étranger, mais ensuite également toutes les sociétés impliquées. Deux sociétés convergeant vers une seule réserve de valeur verraient une diminution substantielle du coût nécessaire à la réalisation de ce commerce entre tout un chacun et une augmentation préposée dans le commerce impliquant de la richesse. En fait, le XIXe siècle fut véritablement la première fois que la plupart des sociétés du monde convergea vers une seule réserve de valeur commune, l'or, et cette époque vit la plus grande explosion commerciale dans l'histoire du monde. De cette période fastueuse, Lord Keynes écrivit « Quel extraordinaire épisode dans le progrès économique de l'homme que cette époque. Pour toute personne capable ou tout individu meilleur que la moyenne, dans les classes moyennes ou supérieures à qui la vie fut offerte à bas prix et à peu de frais, il était désormais possible de surpasser le confort et la qualité de vie des plus riches et plus puissants monarques des âges anciens. Les habitants de Londres pouvaient commander par téléphone pendant qu'ils buvaient leur thé du matin dans leur lit, ayant accès aux marchandises les plus variées de la terre entière dans une quantité qu'ils pourraient juger amplement suffisante, et tout cela en s'attendant à recevoir leurs commandes très rapidement au pas de leur porte. Ok, donc voilà pour la première partie de l'article. Et ce que je te propose là, c'est d'en faire le tour rapidement et puis de partager avec toi quelques réflexions. Donc reprenons au tout début de l'article. On a ce passage sur la genèse du Bitcoin qui démarre en fait assez fort avec cette phrase choc. Jamais dans l'histoire du monde. Donc là, on sait qu'on va partir d'un truc assez colossal, un truc en tout cas sans précédent. Jamais dans l'histoire du monde, il n'avait été possible de transférer de la valeur entre des personnes distantes sans devoir faire confiance à un intermédiaire comme une banque ou un gouvernement. C'est une petite phrase, bien courte, bien percutante, qui nous dit tout de suite de quoi on va causer s'agissant du Bitcoin. Et cette phrase, elle nous donne l'ordre de grandeur de l'évolution technologique sur laquelle on se penche. On comprend que c'est un truc énorme, et puis ensuite on va avoir Vijay qui esquisse rapidement le contour de cette invention, histoire de nous en donner un premier aperçu. Il fait référence au minage des bitcoins, il fait l'analogie avec l'extraction minière de l'or, et puis immédiatement, il nous sort la propriété clé du bitcoin, sa rareté. Il n'y en aura que 21 millions. Et puis là, on comprend que Bitcoin appartient à cette catégorie particulière des biens dits monétaires, et Vijay nous emmène à la découverte de ce que sont ces biens monétaires. Il nous raconte leur origine, les proto-monnaies, il nous parle de leur évolution, partant des objets collectionnables, les coquillages, les dents de félin, tous les autres collectors. Il introduit
les différents rôles que jouaient ces monnaies, réserve de valeur avant tout à cette époque, et puis moyen d'échange dans une moindre mesure. Ensuite, il nous explique comment ces monnaies assez primitives sont entrées en concurrence, et puis comment inévitablement les civilisations en viennent à converger vers les monnaies qui présentent les meilleures caractéristiques. Donc ça nous amène à cette période du 19e siècle où on se retrouve avec, à l'échelle mondiale, une convergence vers l'or comme seule réserve de valeur commune. Donc le Bitcoin, c'est vrai qu'on le perçoit comme un objet super high-tech, numérique, dématérialisé. Quand on nous en parle, on nous dit, tu vois, c'est un truc super distribué, décentralisé, c'est un réseau à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que le machin reste quand même assez difficile à appréhender. Et au premier abord, il nous échappe complètement, quoi. Enfin, quand je dis nous, je parle du commun des mortels. Je fais pas référence aux geeks. Je fais plutôt référence à des gens comme moi qui sont plutôt non geeks et qui, certes, savent mettre à jour une application sur leur téléphone, mais qui n'ont jamais écrit une quelconque ligne de code et qui restent un petit peu à distance de tout cet univers très techno, quoi. Et donc, dans ce contexte de cet objet quand même assez lointain, cryptique, assez difficile à appréhender, la prise de recul historique, la plongée dans notre préhistoire, je trouve que ça a du sens. On examine les motivations, les dynamiques qui ont poussé nos ancêtres à développer les proto-monnaies, à en sélectionner les meilleures, et moi tout ça, ça m'interpelle. Je me souviens vraiment que parmi les aspects qui m'ont le plus intéressé et puis encouragé en fait dans cet apprentissage du Bitcoin au tout début, il y avait cette dimension historique, cette dimension de la genèse de la monnaie. Je la trouve vraiment hyper importante. Je trouve que c'est important, nécessaire sans doute pour bien comprendre Bitcoin, de l'inscrire dans l'histoire. Il faut comprendre que c'est une monnaie, qu'une monnaie c'est une technologie qui doit remplir 3 fonctions. Réserve de valeur, on l'a vu, moyen d'échange et puis outil de mesure de la valeur. Et cette perspective historique, elle nous permet à la fois de considérer Bitcoin non pas comme un ovni, non pas comme ce truc un peu alien, étranger, super déconnecté de notre expérience humaine de non-geek, mais juste comme l'évolution d'une technologie ancestrale, la monnaie, qui est au cœur du processus de civilisation, qui est le socle sur lequel se bâtissent nos sociétés. Quand on découvre Bitcoin, en tout cas c'était mon cas et je crois que c'est quelque chose d'assez fréquent, il y a souvent une certaine anxiété qu'on se dissimule difficilement à soi-même et il y a aussi de l'attraction, il y a de la curiosité, mais en toile de fond il y a cette méfiance, il y a aussi une distance et puis comme une fébrilité un peu maladroite au moment où on décide de s'engager dans l'exploration. Lorsqu'on se dit enfin, allez, c'est bon, j'y vais, je veux piger ce que c'est que ce truc de Bitcoin. Ouais, on a beau prendre cette décision délibérée, on reste quand même assez fébrile au moment où psychologiquement, on décide de partir à la découverte de cet objet entre parenthèses, dont les médias nous ont martelé tour à tour jusqu'en 2020 que c'était de la mort aux rats, un truc bien toxique, qui craint et qu'il faut éviter vraiment à tout prix. Et puis là, plus récemment, on nous en parle sur les plateaux de télé, avec une certaine fascination, avec des intervenants qui clairement pigent le Bitcoin, qui nous racontent des trucs dont par contre on capte pas tout, mais donc en fait dans l'ensemble, le Bitcoin nous échappe toujours. Et puis là, à nouveau, on a le prix du Bitcoin qui crache et on nous dit circulez, il y a rien à voir, c'est mort,
c'est pourri, c'est fini. Mais nous, au fond, on sent bien qu'il faut aller voir, que le machin, en fait, il est sûrement pas mort, il bouge encore, ça fait en fait 10 ans et plusieurs fois qu'on nous fait le coup, et donc on décide de partir, plus ou moins seul, à la découverte du truc. On y va à tâtons, un peu fébrile, comme je disais. Tant Bitcoin nous semble encore assez lointain, étrange et puis très complexe. Alors, dans ce contexte, cet article de Vijay Boyapati, et il y a d'autres textes qui ont cette qualité, eh bien, il nous donne un premier point d'ancrage dans l'histoire. Et cet ancrage, c'est hyper important de mon point de vue, émotionnellement, je dirais, et puis intellectuellement aussi. On part de la base, on part de la racine, on recrée du lien avec les générations qui nous précèdent. On a la sagesse aussi de reconnaître l'intelligence, toute la créativité, tous ces échanges à l'œuvre dans les sociétés, avec cette continuité dans l'expérimentation sur tous les continents qui produit l'amélioration des savoirs, l'amélioration des technologies, donc l'amélioration de la monnaie. Et donc, ce que je pense, c'est que, indépendamment de ton propre cheminement dans cette découverte, de cet apprentissage de Bitcoin, que tu approfondisses la question ou pas, je dirais qu'a priori, ce regard historique nous fait du bien, te fait du bien, j'espère, surtout dans la période pour le moins trouble qu'on traverse en France, en Europe et puis dans le monde entier, en fait. Là, je pense que on est de plus en plus nombreux à constater que nos sociétés, qui paraissaient si solides, en fait, sont hyper fragiles. On a des économies sous perfusion, on a véritablement une hystérisation de la politique. On est à peu près tous d'accord pour constater le naufrage de l'éducation, de la santé, etc. On doit à peu près tomber d'accord sur le fait que ça se fragmente d'un peu partout. Et puis la parole de nos représentants politiques et des institutions financières, cette parole, elle peine à dissimuler le caractère inévitable du chaos sans nom qui nous arrive en pleine face. En fait, moi, je fais partie de la génération X, Gen X, et on a vu la chute du mur de Berlin. On nous a dit c'est bon maintenant, l'histoire c'est fini, les gentils ont gagné, les méchants sont en train de devenir des gentils. On a à peu près tout compris au monde. La science va plus vraiment progresser. On a tout pigé de la vie. On contrôle le truc, yes. Et en fait, là, on réalise, à l'occasion de ces dernières années, on réalise à quel point c'est vraiment pas du tout le cas, que le truc dont on sait qu'il peut déraper super vite, si on regarde un petit peu en arrière dans l'histoire, dont on sait qu'il peut se déliter en un instant, bah, il est pas stable du tout, en fait. Et donc, c'est un peu flippant, objectivement, pour ceux qui perçoivent tous ces signaux de plus en plus forts, de plus en plus nombreux. Et dans ce contexte où les États-Unis et l'Europe ont fait tourner la planche à billets comme jamais, où on a maintenant une inflation historique sur le dos, on sent bien que les questions monétaires sont au cœur de ces crises et des tensions internationales. On le sent bien, et on sent aussi qu'un petit peu d'histoire sur ces questions nous fera le plus grand bien. On se dit qu'un petit peu de cette éducation qui nous a si cruellement manqué à l'école, sur l'argent, sur la monnaie qu'on utilise tous les jours, cette monnaie qui valorise notre travail, les efforts de toute une vie professionnelle, et ben apprendre des trucs vrais là-dessus, ça va nous faire du bien, on en a besoin. Nos enfants aussi, peut-être, ont besoin de ce type de savoir, et il n'est pas exclu que ça nous aide à mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Alors voilà, moi c'est un peu l'expérience que je voulais partager avec toi en marge de cette première partie là de l'article The Bullish Case for Bitcoin. Vraiment un texte majeur, encore une fois. Et là déjà, avec cette intro, on a cette plongée dans l'histoire qui nous interpelle. Voilà. Donc juste pour terminer,
voulais ajouter que si on regarde autour de nous, si on s'arrête 2 minutes, qu'on prend un peu la mesure de la vitesse à laquelle la technologie, elle impacte nos comportements dans pratiquement tous les domaines, si on accepte l'idée que l'innovation technologique, elle doit pouvoir se poursuivre aussi dans le domaine monétaire, même si on imagine bien sûr qu'il peut y avoir quelques résistances au changement, on va dire, dans ce secteur, on se dit, non, il n'y a pas de raison que les choses restent figées. La créativité humaine, elle va continuer de parfaire, d'améliorer ces biens monétaires qui organisent tous nos échanges de valeurs. Alors, comme on va le découvrir dans les prochains épisodes de ce podcast, Bitcoin est super bien placé pour s'imposer dans cette évolution inévitable de la monnaie. Parce que tout simplement, Bitcoin est technologiquement supérieur et que tôt ou tard, la supériorité technologique finit par s'imposer. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs et que tu as envie d'en apprendre davantage encore. On se retrouve très rapidement pour la suite de cet article et puis sinon je te donne rendez-vous sur le site btctouchpoint.com où tu pourras te construire un parcours d'apprentissage sur mesure, un parcours qui te ressemble. Voilà, salut!